Bien, bonjour à tous. Il est encore l'heure de se dire bonjour, pas tout à fait encore de se dire bonsoir. Nous étions dans le salon des intervenants tout à l'heure et nous regardions les sessions concurrentes aux nôtres. Et à vous voir ici rassemblés, nous sommes absolument rassurés sur le fait que le thème qui nous réunit aujourd'hui garantit une bonne part de marché. Refonder l'entreprise pour un nouveau climat économique et social. Alors, je crois que ce sujet-là se passe absolument de commentaires. Il a en plus le mérite d'être au cœur de la démarche qui est confiée aux entrepreneurs d'avenir depuis leur fondation, c'est-à-dire depuis 7 ans. Et donc, je prends le fait que nous soyons responsables de ce thème comme une forme d'hommage des organisateurs. Nous avons autour de moi 5 refondateurs ou refondatrices à des titres divers que je vais vous présenter. Marie-Louise Anthony, tout d'abord, qui est aujourd'hui membre du comité de direction générale de Generali, qui a une carrière professionnelle qui se découpe grosso modo en 2 grands univers. La presse d'abord, comme journaliste, puis aujourd'hui comme administratrice ou membre de comité éditorial au Monde, à RTL, à Challenge. Et puis, deuxième univers, celui de l'entreprise, Péchinet, le CNPF, Fiat, Sequoia Capital, et aujourd'hui donc précisément Generali, où vous vous occupez en particulier du projet d'entreprise et de la responsabilité sociale d'entreprise. Imri Jacquia, le seul invité masculin de cette table ronde, président de Camif Matelsom. Matelsom est le pionnier de la vente de literie sur Internet que vous aviez créé en 1995. Vous aviez alors, je crois, 24 ans. Et puis, parallèlement, vous avez fait le pari de relancer la Camif en 2009, une très très vieille dame que vous avez relancée sur Internet en l'orientant avec une orientation de production très précise, fabrication française, développement durable, ancrage sur le territoire niortais, qui était le territoire évidemment d'origine, le territoire des mutuelles. Camif Matelson, ce n'est pas qu'un modèle ambitieux que vous nous décrirez tout à l'heure, ce sont aussi des résultats, une croissance annuelle moyenne de 25%. Nicole Notat, grande amie et fidèle du Parlement des entrepreneurs d'avenir, je crois que vous n'en avez loupé absolument aucun. Vous présidez aujourd'hui Vigeo, l'agence de notation sociale et environnementale que vous avez créée et que vous êtes en train de marier à votre homologue anglais, britannique, Eris. Ce n'est pas évidemment la peine de vous présenter très longuement ici. Vous avez été enseignante très longtemps, puis ancienne secrétaire générale de la CFDT, qui, comme chacun sait, vous y avez marqué durablement cette centrale de votre empreinte. Vous êtes aussi administratrice du journal Le Monde. C'est une des inébranlables connexions qui vous réunit à Marie-Louise. Vous avez publié, il n'y a pas très longtemps, 2 ans, un livre qui est une raison de plus de vous accueillir sur ce débat, L'entreprise responsable, une urgence, collection Ce que je pense, édition Dialogue. Je fais la promotion des livres parce qu'ils sont tout à fait intéressants et au cœur de notre débat. À ma droite, Blanche Ségrestin, vous êtes professeure, responsable de la formation doctorale des mines ParisTech, où vous avez créé en 2015 une chaire intitulée « La théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective ». Dans un livre petit par la taille mais grand par les idées, publié en 2012 par la République des idées, deuxième publicité pour un livre. La République des idées, c'est une collection formidable que je vous recommande. Donc Blanche y a co-signé un livre qui s'appelle « Refonder l'entreprise ». Et puis, vous avez aussi publié au sein de ParisTech un petit livre qui va être au cœur de notre discussion, qui s'appelle « La société à objet social étendu ». L'objet social étendu, c'est un sujet de recherche que vous avez mené collectivement et que vous nous présenterez. Enfin, Anne-France Bonnet, qui est en train d'écrire studieusement à l'autre bout de cette scène. Vous avez fondé Nuova Vista en 2009, que vous dirigez aujourd'hui, qui est un cabinet de conseil dont la mission est de développer et de valoriser la contribution de ses clients au développement de leur territoire, de leur communauté et de la société en général. Vous êtes évidemment entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais pas comment il faut dire, d'avenir. Auparavant, vous aviez créé en 2002 une agence de cause-related marketing. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, peut-être que vous nous expliquerez tout à l'heure, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Equitel. Alors, comme je le disais, vous êtes surtout ici en qualité d'entrepreneur d'avenir. Au sein du réseau, vous avez piloté
un groupe objet social étendu. Autrement dit, vous avez pillé le travail de recherche, mais avec son consentement, de Blanche, pour voir comment concrètement les entrepreneurs d'avenir pouvaient en faire quelque chose d'opérationnel, de pratique, de fécond pour leur activité et pour l'ensemble du mouvement. Alors, la présentation du thème en 2 mots, refonder l'entreprise pour un nouveau climat économique et social. Parmi les 37 débats qui se déroulent ici depuis hier, une bonne dizaine, j'ai compté, concernent directement le monde de l'entreprise. Ce qui fait la spécificité du thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est sa dimension globale. Refonder l'entreprise, ce n'est ni la réformer, ni l'adapter sous tel ou tel aspect, c'est la réinventer radicalement pour imaginer un nouveau modèle économique, de nouvelles organisations, de nouveaux fonctionnements, de nouveaux comportements individuels et collectifs. On ne compte plus aujourd'hui, et particulièrement dans cette enceinte, les entreprises qui sont engagées dans de tels projets. Le terme de rupture, le terme de disruption sont même devenus quasiment des clichés qu'il faut peut-être d'ailleurs apprendre à proscrire. Le cahier des charges qui nous est fixé durant cette séance est un peu plus ambitieux car il fixe un objectif à cette refondation, créer dans l'entreprise et dans son environnement un nouveau climat économique et social. C'est là-dessus que se concentrera notre débat. Je pense que vous serez tous d'accord pour que cette question soit traitée avec un grand niveau d'honnêteté qui nous caractérise tous ici et particulièrement les personnes qui sont autour de moi. Sur ces sujets, nous n'en sommes plus du tout aux heures des pionniers, et même il y a 7 ans, quand le Parlement des entrepreneurs d'avenir se créait, pionniers auxquels il faut rendre hommage, car leur ambition suffisait à justifier leur engagement. Il nous faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin, louer les objectifs qui restent absolument essentiels, mais aussi mesurer sincèrement les résultats et ne pas hésiter à pointer et les contradictions et les hésitations. Alors, nous allons commencer par 2 témoignages. Ça nous paraît évident, quand on parle de refondation d'entreprise, de donner la parole à 2 personnes qui sont engagées dans une refondation de cette sorte, Camille Mattelson et Generali. Nous avons la chance d'avoir 2 entreprises qui n'ont strictement rien à voir, sauf que, justement, nous pouvons les réunir sur cette notion de refondation. Puis avec Nicole, nous essaierons d'évaluer de manière la plus globale possible et en tout cas objective et quant à elle, certainement honnête, où en est cette fameuse refondation de l'entreprise en France, ses progrès, ses hésitations et peut-être aussi ses ambiguïtés. Ensuite, nous nous projetterons un petit peu plus loin avec ce nouveau concept de société à objet social étendu, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, d'abord avec Blanche, qui nous présentera ce que c'est que ce concept, et ensuite l'usage qu'on peut en faire grâce au témoignage de Anne-France. Voilà, alors, et puis évidemment, après ces 5 interventions, je vous donnerai la parole et je vous demande de vous en emparer avec vigueur. C'est la tradition de nos débats ici de le faire et je compte sur vous pour que ce soit le cas. Et je peux vous dire que nos invités comptent aussi sur vous pour ça. Alors, Emery, je vous donne la parole en premier, non pas pour respecter la galanterie, mais essentiellement parce qu'on a envie d'entendre ce que c'est que la refondation par une personne qui l'a conduite de façon radicale. La CAMIF, à l'origine, coopérative pour les enseignants, vous en avez fait de toute autre chose, mais en conservant une grande partie de son héritage. Racontez-nous ça. Bonjour à tous. Donc moi je suis un entrepreneur. J'ai démarré Mattelsom il y a 20 ans maintenant, en même temps que la COP 1. Et il y a 6 ans, j'ai pris le pari de relancer la CAMIF, qui était la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, créée en 1947, tout de suite sur un modèle de vente par correspondance pour se permettre après-guerre à des instituteurs de se rééquiper. Et la CAMIF a toujours été pour nous un concurrent sérieux, puisqu'ils vendaient beaucoup de literie par correspondance. Et j'ai appris un peu comme tout le monde la chute de cette belle entreprise en 2008. Et là, je me suis dit 2 choses. D'abord, j'avais un peu un sentiment de gâchis parce que c'était une très belle marque qui bénéficiait d'un attachement très fort de ses clients. Et en même temps, ma conviction, c'est que même si une entreprise peut connaître des difficultés jusqu'au point de disparaître, une marque, elle, ne meurt jamais. Et j'avais envie, à ce moment-là, de mettre à profit notre savoir-faire sur l'Internet, mais aussi notre énergie et mon énergie d'entrepreneur au profit d'une belle marque pour en faire quelque chose de nouveau.
C'était l'opportunité de repenser entièrement le modèle de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai annoncé à ma femme qu'on quittait Paris pour partir s'installer à Niort. Ça a fait gloops aussi, oui. Mes enfants étaient très contents, ils pensaient qu'on partait à New York, mais non, c'était pas New York, c'était Niort. Et ma femme était très contente, on a passé un très bon week-end à l'île de Ré, mais au-delà de ça, l'engagement premier qu'on a fait, c'était de relancer la Camif dans son berceau historique à Niort, là où elle avait été créée, en reprenant d'anciens salariés de la Camif pour pouvoir renouer les liens. Quand on reprend une entreprise qui a connu des difficultés au point de disparaître, on s'aperçoit d'abord à quel point ça fait du mal à toutes les parties prenantes qui ont souffert de la chute, hein, les clients, le territoire, les fabricants. Et une de mes premières convictions, c'était qu'on ne pourrait pas réussir notre projet si on n'avait pas une attention particulière vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute. Alors, pour en oublier aucune, on utilise notre acronyme de la Camif. Pour oublier aucune de nos parties prenantes. Le C, c'est nos clients, le A, c'est nos actionnaires, le M, c'est le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire, le I, c'est les salariés, et le F, ce sont nos fabricants, nos fournisseurs. Et on s'est attaché depuis le début, dès 2009, à ce que l'ensemble des gens qui avaient souffert de la chute puissent trouver un impact positif à ce projet, totalement fou, totalement déraisonnable, de relancer la Camif. Bon, la première des choses, par exemple, qu'on a faites, c'est que j'ai réuni tous les fabricants qui avaient tous perdu de l'argent. On était à peu près dans une salle grande comme ça à Niort, à la Chambre de commerce, avec 300 personnes qui avaient perdu de l'argent et à qui j'expliquais qu'on allait relancer la Camif. L'ambiance était pareille. Et donc ça a été vraiment au cœur, et c'est aujourd'hui aussi au cœur de notre modèle. C'est un modèle où on a de l'attention. On a de l'attention d'abord à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne serais pas là aujourd'hui pour vous raconter la belle histoire de la relance de la Camif si on n'avait pas eu cette attention-là et on n'avait pas été porté finalement dans notre projet par l'ensemble des gens qui ont souffert. Alors l'engagement premier, on relance la Camif à Niort, on recrée des emplois à Niort, on ouvre notre centre de relations clients à Niort, ce qui, dans le contexte, était tout à fait atypique, puisque la plupart... J'embarque Mattelsom dans l'aventure, je remets en jeu tous les 15 ans de Mattelsom dans cette aventure de relance de la Camif. On recrée des emplois à Niort. Aujourd'hui, on a recréé 184 emplois à Niort en installant un centre de relations clients là-bas. On ouvre une formation au e-commerce parce que c'est pas évident dans les territoires comme ça en province de trouver des gens qui sont sur ces métiers nouveaux que sont ceux du e-commerce. Donc on monte une formation en alternance au e-commerce. Donc déjà, le soutien du territoire, il a été déterminant aussi dans le projet quand ils ont compris qu'on viendrait et qu'on s'engagerait pour recréer de la valeur et de l'emploi à Niort. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a relancé la Camif. On s'est dit, si on fait la même chose qu'avant, ça ne va pas marcher. Et si on fait la même chose que tout le monde, comme on repart de zéro, on n'a aucune chance. Donc il va falloir apporter une proposition de valeur pour le consommateur et pour les clients historiques de la Camif qui soit fortement différenciante. Et les choix qu'on a fait, c'est de réorienter l'offre de la Camif sur la qualité, la fabrication française et le développement durable. Ça, on a fait ce choix-là avant qu'on ait un ministre qui porte la marinière. Mais l'intuition derrière ça, c'est qu'on a beaucoup d'instituteurs dans la base des clients historiques qui étaient très attachés à la langue française. Dès qu'on fait une faute d'orthographe sur le site, dans le quart d'heure, on a des emails pour nous rappeler la bonne orthographe. Et donc l'intuition était, s'ils sont si attachés que ça à la langue française, c'est qu'ils le sont aussi à ce qui fait, à ce qui font notre culture, nos savoir-faire, nos métiers sur nos territoires. Et il y avait également un écosystème de fabricants français assez intéressant à la Camif. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On fait 70% de notre chiffre d'affaires avec des produits qui sont fabriqués en France. Et l'innovation principale qu'on a apportée pour le consommateur, c'est la possibilité, à travers la conso-localisation sur camif.fr, de choisir son produit en fonction du lieu de fabrication. Si vous cherchez un meuble, une table, une chaise, une literie, du linge de maison... Voilà, c'est pas mal de citer les produits que vous vendez. Voilà, donc on a recentré l'offre. Non, c'est pas que des matelas, et on a abandonné certaines catégories d'ailleurs, comme le textile habillement, qui avait un peu contribué à ringardiser le look de la marque qu'on porte encore un peu aujourd'hui avec le total look de l'Instit. Mais donc on a recentré l'offre sur l'équipement de la maison et sur Internet. C'est important de le dire aussi. Mais avec la conso-localisation, on donne le pouvoir au consommateur d'orienter son achat sur des produits qui sont fabriqués localement, qui contribuent en termes d'emploi, qui contribuent aussi à faire beaucoup moins de kilomètres aux produits. Et notre mission, c'est justement aujourd'hui de développer la consommation responsable. Comment ? En donnant simplement l'information aux clients.
Et on s'aperçoit que les clients orientent leur achat spontanément quand ils ont cette information, et on affiche une totale transparence sur le lieu de fabrication, sur le nombre d'emplois des usines. On va au cœur des usines faire des vidéo-reportages pour montrer ce qui se cache derrière le Made in France. On va également donner des informations qu'on trouve nulle part dans les magasins, comme l'origine des composants, d'où ils viennent, combien de kilomètres ils ont fait pour venir jusqu'à l'usine. Et on croit vraiment que c'est en donnant ces informations-là aux consommateurs qu'on peut changer les choses et que la CAMIF contribue à faire changer. Alors, c'est qui vos consommateurs? Est-ce que l'origine enseignante de la CAMIF reste présente, ou est-ce que maintenant c'est tout le monde? Alors, pendant les 3 premières années, on s'est concentré sur relancer la CAMIF à partir de la base des clients historiques, donc beaucoup d'instituteurs, de fonctionnaires dans la base des clients historiques. Et puis, au bout de 3 ans, à partir du moment où on avait refondé l'offre, remis sur pied toute la supply chain, parce que je vous passe tous les investissements et le temps et l'énergie passés pour remettre sur pied toute une organisation pour livrer efficacement des clients, aussi bien du drap housse jusqu'au canapé qui nécessite une montée à l'étage, bref. Aujourd'hui, et depuis 2013, on développe la CAMIF sur tout l'Internet, sur les réseaux classiques d'acquisition de trafic, au point qu'on a aujourd'hui 60% de nos clients qui ne sont pas d'anciens clients de la CAMIF, mais qui sont des consommateurs justement inscrits dans cette consommation peut-être plus responsable, plus raisonnable, qui veulent donner du sens à leur achat, peut-être parce que c'est la crise, ils consomment moins, mais ils veulent consommer mieux, donc ils veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, et c'est ce qu'on s'efforce d'apporter en créant également du lien entre le producteur et le consommateur. Une des innovations qu'on a apportées, c'est depuis 2 ans, on fait un tour du Made in France. On a beau être sur Internet, la vraie vie, c'est quand même mieux. Et on invite nos clients à venir visiter avec nous les fabricants avec qui on travaille. Donc pendant 1 mois, on fait le tour de France, on est sur la route. Pendant 1 mois, je ne suis pas du tout au bureau. Et on fait des journées assez extraordinaires où on fait des rencontres. Donc on a aujourd'hui, là cette année, on a eu 250 clients qui sont venus. On a eu 70% de nos collaborateurs qui ont été invités à au moins une étape du tour et donc qui ont participé. Ça recrée du lien entre consommateurs, entre collaborateurs, entre producteurs, qui est très très fort. Et l'après-midi, on travaille en atelier créatif, et ça c'est assez extraordinaire, c'est une nouvelle façon aussi de travailler, d'engager toutes les parties prenantes à collaborer, à imaginer le futur. On les fait réfléchir, alors on fait travailler des petits groupes avec des ouvriers, des clients et des salariés de la CAMIF pour imaginer les produits de demain. Et ça a des résultats assez extraordinaires parce que quand on fait travailler des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble sur des problématiques sur lesquelles ils n'ont pas du tout l'habitude de réfléchir, ça donne des résultats qui sont spectaculaires. On a lancé par exemple cette année notre premier bureau connecté, qui est un bureau imaginé à Saint-Loup-sur-Semouse en 2014 pendant le tour du Made in France. Il s'appelle le Saint-Loup d'ailleurs. Vous pourrez le retrouver sur camif.fr. Il est fabriqué en France et dans cette démarche d'innovation ouverte, parce qu'aujourd'hui, je crois que de toute façon, les enjeux sont tellement complexes, le monde s'accélère de manière tellement incroyable avec le numérique, que ça nécessite de repenser notre façon de travailler, de collaborer et d'engager toutes les parties prenantes de l'entreprise. Je vous coupe avec une question qui va paraître triviale par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, mais on s'est dit qu'on se disait tout aujourd'hui. Quel prix pour Alors, le consommateur? le prix, c'est le bon prix. C'est-à-dire que... non, mais ça y est, vous sauriez, mais... Et il a raison, mais il a raison. Et c'est une bonne question parce que le prix, non, mais il faut se le dire. Ouais. C'est une question difficile. Oui. Notre enjeu, c'est de trouver le juste prix, le prix équilibré, celui qui rémunère efficacement le travail des fabricants avec qui on travaille. Si demain, on met trop la pression sur nos fabricants français, Ils disparaissent. Ils disparaissent. S'ils disparaissent, on n'a plus de modèle économique, on fait 70% de notre chiffre d'affaires avec eux. Donc, tout notre enjeu avec nos fabricants, c'est pas de baisser les prix et de leur mettre la pression sur les prix, c'est créer de la valeur ensemble, c'est imaginer des produits qui vont rendre le Made in France à la fois accessible, mais aussi désirable, innovant, inventif, créatif, pour que dans 5 ans, ils soient encore là. Et un consommateur qui marche. Et les consommateurs, aujourd'hui ceux qui viennent sur camif.fr, ils ont compris une chose, ils ont compris que le premier prix qui était sourcé aujourd'hui de plus en plus loin par la grande distribution et de moins en moins cher, en fait, il coûtait cher. Il coûte cher pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut le renouveler souvent. Et donc aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus informés qu'avant et qui savent très bien qu'un produit que vous devez changer tous les 2 ans, finalement, ça finit par coûter plus cher qu'un produit de qualité. Et deuxièmement, le produit qu'on va chercher de plus en plus loin, il ne contribue plus en termes d'emploi et en termes environnementaux, c'est juste une catastrophe, une aberration. Des forêts françaises partent en Chine pour se faire transformer et revenir en panneaux de particules en France. Ça, c'est complètement marché sur la tête. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de reconnecter le consommateur avec le citoyen et on comprend
Avec néanmoins un écart de prix qui n'est pas monstrueux, il faut quand même le dire. In fine, vous n'êtes pas énormément plus cher que la grande distrib? Non, en fait, grâce à l'Internet, on a aussi une structure de coût qui est bien plus avantageuse que des magasins, parce qu'on n'a pas de magasin, on n'a pas de modèle d'exposition, on n'a pas de vendeur. Une vente chez nous, ça prend 0 minute d'un vendeur. Donc tout ça, ça permet de rendre accessible le Made in France. Donc sur camif.fr, on trouve des prix de produits de qualité qui sont les meilleurs prix possibles. Bon. Hein, voilà. Donc Nicole, un mot. En plus, vous avez été enseignante, j'ai dit. Vous étiez cliente de la Camif, mais de la Camif d'avant. Bah oui. Et vous allez être maintenant cliente. Je vais aller voir sur Internet. D'accord. Alors, passons sur l'anecdote. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez... En un mot, comment vous accueillez l'expérience qui vient de vous être présentée là? Je trouve que vous avez parfaitement répondu à ce qu'on pouvait mettre derrière le concept de refondation de l'entreprise. Et je fais déjà mon topo. Non, c'était juste votre réaction à chaud. Non, mais c'est parce que je vais tout à fait rebondir là-dessus. Je veux juste dire un truc sur le prix. La question, quand on pose la question sur le prix en disant oui, mais alors vous êtes plus cher que les autres, la seule question à leur poser, c'est est-ce que vous avez des consommateurs qui vous permettent de développer votre entreprise et votre business? Si la réponse est oui, il n'y a plus de question sur le prix. Plus 25% par an, la croissance. Alors, partant probablement d'un niveau qui, par définition, était bas, puisque... Oui, mais la première année, c'était pas plus 25, c'était plus l'infini. Donc, Camif était au tapis. Voilà. Mais, et après, sur le prix, on peut aussi trouver des façons intelligentes de répondre au premier prix, d'être, par exemple, au prix d'IKEA. Aujourd'hui, on est en train de développer toute une gamme de produits en recyclage. Donc, on part de bureaux, de tables, de chaises qui sont repris dans des écoles, dans des associations, dans des mairies, dans des entreprises, pour les transformer en meubles entièrement neufs. Et là, on va être au prix d'IKEA. Donc ça, c'est assez enthousiasmant pour nous, parce que la matière première, là, ne coûte pas d'argent à la structure, mais elle en rapporte. Donc on peut valoriser le travail de la petite structure d'insertion avec qui on fait le pilote, qui est à Cap-Breton. Vous pouvez voir sur le tour du Made in France la vidéo qu'on a tournée là-bas. Et ça va nous permettre d'être au premier prix pour les gens qui, justement, en phase de premier équipement, vont pouvoir acheter des produits de qualité fabriqués en France et qui contribuent positivement en termes d'environnement. Secret de cette refondation, le partenariat avec le client. Le client devient presque non pas coproducteur, c'est pas lui qui va fabriquer son matelas, mais coproducteur, non pas du produit, mais de votre offre, d'une certaine manière. C'est ça que j'entends. C'est là le secret du modèle. Oui, la refondation, c'est comment on engage toutes les parties prenantes de l'entreprise, pas que les clients, mais aussi les collaborateurs, les fabricants. Très bien. Alors, je me retourne vers Marie-Louise Anthony, qui, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, représente une entreprise beaucoup plus ancienne que la Camif, et surtout que la Camif Nouvelle Manière, dans un secteur néanmoins hyper traditionnel, qui est celui de l'assurance, et qui, néanmoins, est en train de se réinventer complètement. J'ai hésité avant d'assumer le mot de refondation, parce que je le trouve lourd de sens, et refonder l'assurance, c'est un lourd défi. Et en même temps, le projet que Generali France porte depuis maintenant 8 ans et depuis 2 ans avec une grande accélération, c'est bien ça. C'est tout de même un projet qui a une double vocation: refonder le modèle économique, j'assume, et refonder aussi le modèle social et managérial. Alors vous dites un projet radical dans une industrie hyper traditionnelle. Je dirais ce qui est compliqué, c'est que nous refondons alors même que l'assurance ne se sent pas mortelle. C'est un secteur, je le dis, et vous êtes tous des assurés, vous assumez l'assurance comme un mal nécessaire, comme une obligation qui peut se révéler utile quand arrive le sinistre. Voilà. Et donc, franchement, on pouvait se poser la question, pourquoi changer, puisque l'activité demeurera éternelle? Et bien, pourquoi changer? Parce qu'il se passe des choses dans le monde qui interpellent notre profession. D'abord, des menaces économiques, et puis un champ incroyable d'opportunités, de territoires nouveaux et de questions posées à ce métier de l'assurance. Alors, je vais passer vite sur les menaces économiques, parce qu'après tout secteur doit faire front à des menaces économiques. Pour nous, le problème aujourd'hui, il est crucial, ce sont les faibles taux d'intérêt. Alors, très intéressant quand on veut acheter un appartement ou une voiture, mais pour nous, assureurs, notre mission est une mission à très, très, très long terme. Vous nous donnez votre argent, nous le faisons travailler, nous le plaçons et nous espérons pouvoir vous le rendre. Et
je dirais, mieux encore à travers des primes, des rentes, à travers des indemnisations. Seulement voilà, quand il est très difficile de trouver des placements rentables, et aujourd'hui c'est malheureusement le cas, hein, c'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver des placements rentables et sécures, eh bien, pour l'assureur que nous sommes, c'est un vrai sujet de préoccupation. Mais je dirais, ça c'est notre business. Et puis, je dirais, l'autre stimulant pour nous, c'est le champ infini des nouveaux possibles. Alors, il y a d'abord tout ce qui se produit dans les bouleversements de l'environnement, les changements climatiques. Là, l'assurance a vraiment des réponses à apporter pour prévenir, pour essayer de garantir, et nous le faisons avec les réassureurs. Il y a aussi un champ passionnant qui est celui du progrès humain, l'allongement de la durée de la vie, les retraites, l'amélioration de la santé. Bien sûr, ce champ où l'État était très présent, aujourd'hui, l'assurance peut venir en complément avec des idées nouvelles. Et puis enfin, il y a un troisième territoire infini qui est tout ce que l'explosion du digital et de la mondialisation peut produire comme phénomène nouveau. Dans la conception qu'ont les consommateurs, dans les nouvelles perspectives des propriétés, les Blablacar et autres Airbnb. Et bien voilà, l'assurance, contrairement à ce que vous imaginez peut-être, c'est un métier absolument formidable, je le dis. Je suis tombée dans l'assurance récemment, donc je suis d'autant plus émerveillée que c'est, à mon avis, un métier qui est un facteur de progrès pour l'humanité. Je m'explique. Nous, les assureurs, avec une mutualisation intelligente, on est en mesure d'aider les gens à prendre des risques, n'est-ce pas? Et puis, en même temps, en ayant la capacité à protéger leur famille et leur futur. C'est ça notre ambition. Mais pour atteindre cette ambition, eh ben, il faut changer, il faut se transformer. Alors, très rapidement, c'est quoi notre projet? La transformation du modèle économique, c'est tout simplement de mettre le client au centre. Ça paraît évident pour des activités industrielles. Ou de grande consommation. Exactement. Mais pour nous, c'est une révolution, parce que nous étions des fabricants de produits. Et bien désormais, nous mettons le client au centre. Nous nous posons des questions sur ses besoins, sur tous les services qu'on peut lui rendre, que je viens de lister. Et donc ça, c'est transformer l'entreprise, travailler différemment. Et l'autre volet, bien évidemment, c'est que faire de nos collaborateurs. Eh bien, nos collaborateurs, depuis 8 ans, nous essayons d'en faire les co-constructeurs de cette transformation, parce que ce sont aussi des consommateurs d'assurance. Donc, si vous voulez, la dynamique, c'est qu'ils soient des co-constructeurs, qu'ils soient des acteurs, et ça veut dire des équipes beaucoup plus autonomes, des agents capables de discuter avec le client, de s'adapter à son besoin, d'avoir de l'autonomie, bref, d'être responsable. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître des vœux pieux, ça ne l'est pas. C'est extrêmement exigeant, c'est une discipline du quotidien pour transformer en profondeur. Voilà, si vous voulez, l'assurance peut aussi vivre une révolution culturelle sans nécessairement être mortelle. Alors, il se trouve que Generali est un des plus beaux fleurons du capitalisme européen. C'est une société cotée qui a des comptes à rendre régulièrement à ses actionnaires et au marché, et que, comme vous le savez, ces marchés sont exigeants. On peut même peut-être dire que parfois ils sont de plus en plus exigeants. Comment on peut concilier une transformation qui met justement peut-être une dimension plus qualitative auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients, et donc peut-être au prix de certaines concessions sur la rentabilité, avec quand même une exigence des marchés qui, elle, n'est pas négociable. Oui, alors au risque de choquer l'assistance, moi je vais vous dire, avoir des actionnaires, c'est absolument indispensable. Ces actionnaires, ils veulent de la rentabilité, comme vous. Quand vous placez votre argent, vous êtes content quand même que ça vous rapporte quelque chose. Donc c'est de bonne guerre. Dans l'assurance, je trouve que les actionnaires ont un niveau d'exigence raisonnable.
Et je pense qu'au fond, peut-être que le capitalisme ou le marché, c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Et ça repose sur un assez bon équilibre entre ce qu'attend l'actionnaire, ce que l'on peut donner aux collaborateurs et surtout ce qu'il faut donner aux clients. Et entre ces trois dimensions, eh bien, je crois que le bon sens et la gage de pérennité, c'est le juste équilibre. Mais par rapport à ce que vous dites, Gilles, juste une dernière notation. Ce qui est fascinant dans le groupe dans lequel je suis et que vous qualifiez de groupe ancien, c'est qu'au fond, nous sommes en train de vivre quelque chose de très neuf, c'est-à-dire l'intégration de tous les pays du monde. Avant, nous étions une entreprise très, très locale, en quelque sorte. Et avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant, nous sommes en train de construire un groupe mondial. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, quand nous comparons avec mes collègues nos préoccupations, eh bien, elles sont les mêmes. Le client au centre, c'est décliné en client centricity, mais ça dit bien la même chose. C'est les besoins des gens que nous servons. Et je dirais l'engagement des collaborateurs, qui n'est pas du pipeau, qui est vraiment quelque chose d'essentiel, à mon avis, de vital, et quelle que soit l'activité. Ça s'appelle empowerment, mais ça dit bien la même chose. Donc non, ce que je trouve formidable, c'est qu'on se rend compte que le monde est habité par des aspirations de bon sens et qui se conjuguent. Et donc vous voyez, l'assurance, c'est un secteur qui se renouvelle. Très bien. On aura certainement plein d'autres questions à vous poser tout à l'heure sur le contenu aussi du projet, sur le dialogue social, la façon dont vous l'avez peut-être réinventé au sein de Generali. Mais on va tout de suite donner la parole à Nicole pour une sorte de transition au cours de ce débat. Nicole, c'est notre cockpit d'observation. C'est celle probablement qui a la vision la plus complète de la réalité des mouvements de transformation qui s'opèrent dans les entreprises. Justement, transformation orientée sur l'économique et le social. On voit bien, je le disais tout à l'heure, que depuis une dizaine d'années, il y a énormément d'initiatives, énormément d'entreprises, qu'elles le promeuvent ou qu'elles le subissent, ces transformations. Il y a le digital, il y a la crise qui est passée par là, la grande crise. Donc, cette notion de transformation, elle est presque sur toutes les lèvres. Quels sont véritablement les progrès que nous mesurons, justement, dans la voie de ce climat économique et social différent? Quelle est la réalité des progrès? Le mouvement, la transformation, on le voit partout, mais quelle est la réalité du progrès? La réalité du progrès suppose qu'on ait déjà donné peut-être une définition de ce que l'on met derrière le thème de progrès. Un progrès vers quoi? Et il me semble que si on devait rassembler dans une problématique assez simplifiée de quoi parlons-nous quand on parle de refondation de l'entreprise, quand on parle de rénovation, refondation de son modèle économique ou de son objet social, il y a finalement deux questions à se poser. La première, c'est à quoi sert l'entreprise? Quand on dit à quoi sert-elle, on va toucher, elle va produire des biens, elle va produire des services, évidemment, mais une fois que vous avez dit ça, se pose derrière cette question-là, quelle nature de bien, quelle nature de service, pour le bénéfice de qui, de quoi. Là, on ouvre un champ complètement, très large. La deuxième question, me semble-t-il, c'est qui sert-elle, l'entreprise? Et là, si je veux simplifier à l'excès, je peux dire, est-ce que sa vocation est de servir ses financeurs, qu'ils soient actionnaires, qu'ils soient capital développement, qu'ils soient tout ce qu'on veut? Oui, bien sûr, c'est une partie prenante, mais est-ce que c'est exclusivement l'actionnaire au risque de capturer l'intérêt des autres parties prenantes au bénéfice de ce seul actionnaire? Donc finalement, refonder l'entreprise, ça vient quand même beaucoup, si on va au cœur du sujet, à repenser la relation entre le monde de la finance et le monde de l'économie, et la partie financement de l'entreprise avec la relation aux autres parties prenantes. Je pourrais ajouter une partie prenante qui n'est pas loin d'avoir de temps en temps, en tout cas quand les pouvoirs publics émettent un certain nombre de règles en la matière, c'est les consommateurs. On en parlait tout à l'heure. Je crois qu'en Europe, il y a eu deux dictatures. Il y a eu la dictature des marchés, et il y a eu la dictature du consommateur, en tout cas relayée
par un certain nombre, dans des dispositions législatives qui, vous n'avez qu'à le voir, tout est fait pour faire la plus forte pression justement pour les plus bas prix. Et on réduit l'intérêt du consommateur au fait que ce qu'il achète doit être le moins cher possible. Donc ça, il me semble que c'est en tout cas pour moi les deux fils conducteurs qui permettent de... Consommateur qui peut être schizophrène parce qu'il est salarié Oui. aussi. Hein. Parfois. Mais vous souvent. savez, ça c'est comme l'automobiliste et le piéton. Hein. Quand on conduit la voiture, on oublie le piéton. Puis quand on est piéton, on est tous un peu aussi comme ça schizophrènes. Donc, partant de là, finalement, la question qui est posée à l'entreprise, si elle s'inscrit dans un modèle qu'on appelait modèle actionnarial, c'est-à-dire au bénéfice de l'actionnaire prioritairement, ou au contraire, dans une logique plus partenariale, c'est-à-dire qui prend en compte les intérêts et les attentes, pas seulement de l'actionnaire, mais aussi des autres parties prenantes, que sont les salariés, que sont les clients, que sont les fournisseurs, que sont, etc., les territoires. Si on entre dans cette dynamique-là, on est à ce moment-là engagé dans la logique de la refondation et de la réinvention de l'entreprise. Alors maintenant, ça veut dire finalement, est-ce que je crée de la valeur seulement pour l'actionnaire ou est-ce que je crée de la valeur aussi pour l'ensemble des parties prenantes? C'est-à-dire, j'entends et je conçois, je construis mon modèle économique, je construis ma raison d'être en étant aussi capable de parler à cet ensemble de parties prenantes et pas seulement aux actionnaires. Alors après, la question, vous allez me dire, bon, mais très bien, qui peut être déclencheur dans l'engagement d'une démarche de ce genre? Moi, j'ai acquis aujourd'hui une conviction. La première, c'est dites-moi quel dirigeant vous avez et je vous dirai si la démarche est engagée ou pas. C'est pas la tête du dirigeant. C'est ce dirigeant a-t-il une conscience éclairée, une conscience aiguë, une conscience assumée, une conscience formalisée qu'il doit aujourd'hui conduire la révolution, conduire la rénovation et la refondation de l'entreprise dans le sens tel qu'on vient de l'évoquer d'ailleurs, parce que tout ce qu'on a dit les uns et les autres va bien et converge dans ce sens-là. Et là, évidemment, rien qu'en écoutant les dirigeants parler, je peux vous donner un indicateur. Et que si je me réfère, un peu d'heures de vol derrière moi, mais je pense que Marie-Louise ne va pas me dire le contraire. Si je me réfère à quelqu'un qui a été pour moi un leader et un pionnier en la matière, je parlerai d'Antoine Riboud. Quand il a lancé il y a très longtemps son idée, il n'y a pas d'entreprise qui n'ait à la fois un projet économique et social. Il s'est fait huer au CNPF de l'époque quand il est venu prêcher ça, mais il était le précurseur de tout ce qu'on est en train de discuter ici. Ça a été repris beaucoup, ces choses-là, par Jean Gandois, y compris quand il était à la tête du CNPF. On parlait d'entreprise citoyenne, on parlait... Bon, voilà, ça veut dire, si je dis ça, ça veut dire que prendre en compte la refondation de l'entreprise et donc sa responsabilité globale, sa performance globale, sa création de valeur globale, c'est pas mettre une petite couche de responsabilité sociale en direction des territoires, puis une autre petite couche en direction des salariés, puis une autre petite couche de temps en temps en direction des fournisseurs. C'est arriver à concevoir un projet de sa responsabilité qui est aussi important et qui devient d'ailleurs complètement connecté et intrinsèquement accroché à la question de la stratégie que des entreprises sont en capacité et doivent à tout moment dire ce qu'elle est pour arriver à leur fin. Alors, où on en est de cette prise de conscience? Donc, où on en est? Bien sûr qu'il y en a, que la prise de conscience n'a jamais été aussi développée que maintenant. Bien sûr que vous allez entendre, je n'ai pas de raison de les citer là, mais il y a certains dirigeants que vous entendez prendre la parole publiquement, prendre la parole dans des institutions diverses et variées, qui vont montrer qu'ils ont complètement compris qu'il y avait une nouvelle donne, qu'il y a un nouvel environnement, qui exigeait de modifier les fondamentaux sur le rôle et la responsabilité de l'entreprise dans le monde d'aujourd'hui. En même temps, vous en avez beaucoup qui pensent qu'il est urgent d'attendre, que tant qu'il ne pleut pas, ce n'est pas la peine de chercher un parapluie, ok, mais même peut-être
de penser une situation qui ne serait pas seulement, si vous voulez, il y a les gens qui agissent, qui pensent, et puis il y a les gens qui subissent et qui du coup réagissent. Donc on a aujourd'hui des entreprises qui sont encore beaucoup sur ces deux volets. Qu'est-ce qui fait à mes yeux que, alors là, du point, nous aussi, de ce que nous observons, oui, puisque nous observons et nous essayons de classer, de dire ce qu'il convient de penser de la manière justement dont une entreprise avance dans le sens de sa responsabilité sociale, environnementale, au sens où je l'ai décrit. Finalement, c'est de voir si elle a la manière dont elle conçoit sa démarche de responsabilité. Est-ce que ça va être un facteur de transformation profonde à l'intérieur de l'entreprise, ou est-ce que ça va être de l'impressionnisme qui va venir sur, comme je le disais, les salariés, puis ensuite. C'est très bien l'impressionnisme. C'est la globalité. C'est très bien l'impressionnisme. Il vaut mieux commencer par de l'impressionnisme que de rien faire du tout, hein. Mais à un moment donné, il y a besoin de proposer une conception d'ensemble, comme vous le dites, une démarche globale qui permet de donner du sens à tout cela. Je vais vous dire là où il y a d'énormes dilemmes et presque d'injonctions paradoxales, on peut dire. Parce qu'il ne faut pas croire que cette affaire-là, c'est une affaire qui devient magiquement, qui peut s'inscrire comme ça, hein, sur une feuille et qui se traduit sans arbitrage, sans tension, sans rapport de force entre les différents intérêts en présence. C'est quelque chose de dynamique. Il ne faut pas s'imaginer que les compromis vont être magiques ou qu'on va trouver l'harmonie tout de suite entre l'intérêt de l'actionnaire, des salariés, des fournisseurs ou de telle autre partie prenante. Donc il faut accepter qu'il y ait cette logique un peu conflictuelle, mais l'intérêt, c'est que ça amène précisément des dirigeants à savoir dire comment ils arbitrent, au nom de quoi ils vont arbitrer. Ce n'est pas le fait qu'ils doivent arbitrer, ils auront toujours arbitré, mais c'est d'être capable de dire, ben voilà, là j'ai arbitré en faveur de l'environnement pour telle et telle raison, j'ai arbitré aujourd'hui dans le sens économique ou financier, parce qu'il arrive parfois qu'une entreprise doive aussi arbitrer avec ce critère-là, et voilà, je suis capable de le justifier, etc. Le dilemme, le pire que je connaisse, que j'observe, c'est la question de la sélection des fournisseurs. Être capable de dire « je pense mon intérêt d'entreprise dans le choix de mes fournisseurs ». En pensant à l'intérêt du fournisseur lui-même, il faut bien se dire que la logique économique du plus bas prix... On vient d'en avoir un exemple formidable avec Emery. Ou au contraire, la logique de « oui, je vais sélectionner des fournisseurs, je ne vais pas les payer plus que je ne... suis en capacité de les payer, mais je porte attention au fait que mon fournisseur garantisse lui aussi un minimum de standards attendus sur ces enjeux de responsabilité sociale. Si vous pensez au Rana Plaza, c'est caricatural, mais malheureusement, c'est souvent les drames qui mettent en valeur très très fortement à un moment donné ce dont on parle. Si un donneur d'ordre va se fournir au Rana Plaza et n'a aucune attention portée aux conditions de sécurité de ceux qui travaillent, aux installations en question, vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui montre qu'il n'y a pas la prise en compte de l'intérêt des fournisseurs et de ceux qui travaillent par rapport à l'intérêt du donneur d'ordre. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le dirigeant qui, au départ, est le plus donne l'impulsion. Après, il y a plein d'autres choses. Et la maintient, parce qu'il faut tenir dans la durée. Dans la durée. Mais quand on a mis le doigt là-dedans, on ne lâche plus. Et je dirais même que ça redonne du sens à la vie des collaborateurs, que ça redonne du sens parfois, y compris à celle du dirigeant. Qu'est-ce qui peut aussi faire que ça bouge ? Quand il y a une catastrophe, quand il y a une crise, quand il y a une forte pression sur l'entreprise, là quand même on se dit il se passe quelque chose, ma réputation est en cause et on se met à bouger. Dernier point qui peut y compris commencer à bouger maintenant, alors là je vais peut-être aussi vous choquer, c'est qu'il arrive que nous trouvions de la finance responsable. Dans ce monde de brut qui nous a fait aller là où on est dans la crise financière, il y a aujourd'hui des gens qui investissent en ayant la préoccupation que l'entreprise se comporte sur un certain nombre de thèmes. Ils ne prennent pas tout de suite la globalité, mais sur un certain nombre de thèmes. Et d'ailleurs, là, ils ont besoin de vous pour identifier ces entreprises. Absolument. Oui. Et pensez en ce moment aux questions de changement climatique. Si on est des énergéticiens, si on est Veolia, si on est Suez Environnement, il vaut quand même mieux qu'on commence à penser
la manière dont il va falloir bouger le modèle économique, sinon c'est son entreprise qui est directement en danger. Il faut qu'on donne la parole aux autres, mais est-ce qu'un des changements actuels aussi n'est pas la conception qu'on a de l'intérêt de l'actionnaire lui-même, et qu'après une époque, on a pensé que l'intérêt de l'actionnaire était forcément contradictoire de l'intérêt des autres parties prenantes, il puisse comprendre que des parties prenantes qui y trouvent aussi leur compte, ça peut être in fine et sur la durée son intérêt. Bien sûr. Est-ce que c'est naïf de présenter les choses comme ça? Non, mais est-ce que ça bouge sur ce raisonnement-là? C'est pas du tout naïf. D'ailleurs, quand on parle de... Bon, il y a les marchés, il y a le fonctionnement des marchés, il y a les actionnaires, il y a les capitaux risqueurs, etc. Enfin, tout ça, c'est des acteurs. Tous ces gens-là ne se ressemblent pas. Imaginez que vous ayez parfois des salariés qui sont actionnaires d'une entreprise. De plus en plus. Les salariés actionnaires de l'entreprise, on a envie de leur dire, écoutez, soyez un actionnaire qui n'est pas comme les autres. D'ailleurs, ils ont normalement tout ce qu'il faut pour ne pas être un actionnaire comme les autres, c'est-à-dire d'arriver à dire, OK, je suis attaché moi aussi à la rentabilité de mon action, mais à mon emploi, etc. Donc non, tous les actionnaires ne se ressemblent pas. Oui, dans les assemblées générales aujourd'hui, on observe des personnes, surtout les actionnaires individuels aussi, qui sont des citoyens, qui sont des gens qui s'intéressent aux préoccupations de l'environnement, du changement climatique, etc., et qui, dans les assemblées générales, posent des questions qui sont plus tellement celui de l'actionnaire que je suis, mais du consommateur ou du citoyen engagé à telle et telle manière et qui questionne l'entreprise en fonction de son activité sur ces préoccupations-là. Et dans une optique de pérennité de cette entreprise, parce qu'elle n'a pas intérêt à ce que tout se déglingue dans son environnement. Bon, on pourrait continuer, mais j'ai très envie maintenant de faire la connaissance de l'objet social étendu. Et ça, pour ça, je me tourne vers Blanche, qui l'a conçu d'une certaine manière, avec une équipe autour d'elle. Bien sûr, une équipe, on ne fait rien tout seul aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet social étendu, qui, encore une fois, a donné lieu à ce petit livre? Alors, il faut que je resitue un petit peu. Ça fait partie d'un programme de recherche qui maintenant a démarré depuis 2009. En fait, c'était juste après la crise des subprimes. En fait, je fais partie d'un laboratoire de recherche qui travaillait plutôt historiquement sur la question de l'innovation. Comment est-ce qu'on gère l'innovation? Et vous voyez que ça rejoint la question de la responsabilité des entreprises, puisque de plus en plus les attentes vis-à-vis de l'entreprise, Nicole a parlé de la question du sens. La question, c'est bien, on attend par exemple des entreprises non seulement qu'elles fassent de la production, qu'elles produisent de la richesse économique, mais aussi qu'elles explorent les nouvelles thérapies contre des maladies graves, les moyens de faire de la transition écologique, etc. etc. On attend d'elles, on pourrait dire, pour extrapoler un petit peu, qu'elles construisent les biens communs futurs. Pas forcément préserver seulement les biens communs actuels, mais qu'elles en inventent et qu'elles participent à ça. Et dans le même temps, si vous voulez, quand on travaille sur ces questions d'innovation, on est aussi obligé de reconnaître que la transformation ces 20-30 dernières années de l'entreprise n'a pas été exclusivement dans ce sens-là, loin de là, et qu'au contraire, si vous voulez, il y a des phénomènes de mondialisation, etc., mais nous, on assistait aussi, et on le formalise en disant, il y a aussi une crise de l'entreprise qui peut aussi, par des pressions sur le court terme, sur la profitabilité et autres, qui limite aussi les capacités d'investissement et justement d'innovation possible de l'entreprise. On voit bien la pression sur les investissements en R&D sont très importants, qui peuvent amener justement à même fragiliser l'entreprise à terme. Et donc nous, on est parti de cette question en constatant que... Vous avez des secteurs, par exemple, qui manifestement, sur longue période, ont subi cette tentation? Je vais vous citer une étude, il y a un article qui est excellent, qui est sorti dans Harvard Business Review en 2014. William Lazonick, un collègue américain, a montré que les grandes entreprises américaines, donc les grandes entreprises cotées donc dans les semi-conducteurs, dans la pharmacie, etc., des secteurs qui sont très demandants en R&D et dont la survie dans les 10 prochaines années va très nettement être liée à leur capacité à sortir des nouveaux produits, donc à leur capacité d'innovation, eh bien ces entreprises-là ont plus consacré de leur part de résultats à racheter leurs propres actions qu'à investir dans la R&D. Et donc, alors, William Lazonick l'explique en disant que c'est les structures de rémunération des dirigeants focalisées sur des stocks options, etc., qui ont conduit à ça. Mais on peut peut-être en discuter, mais les faits sont là. Et pour nous, si vous voulez, c'est un symptôme du fait qu'on a des directions d'entreprise qui, pour tout un ensemble de facteurs, aujourd'hui, peuvent être amenés à jouer contre la pérennité de leur entreprise. Et donc, voilà, c'est là que nous, on identifie qu'il y a une crise de l'entreprise et que ce qui pourrait être justement ce qui leur donne du sens, leur capacité à développer des produits nouveaux et de grande utilité, peuvent être éventuellement perturbés.
Alors, on a cherché, donc on a lancé un programme de recherche au Bernardin avec l'École des Mines et puis d'autres collègues, un programme pluridisciplinaire. Et l'un des résultats était de dire il y a tout un mouvement qu'on appelle le corporate governance, donc qui insiste sur la gouvernance actionnariale, on pourrait dire. Mais finalement, on pourrait dire aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a sans doute été piégé par une représentation de l'entreprise qui se focalise sur l'entreprise. C'est un acteur économique qui recherche un profit. C'est un acteur dont on conçoit qu'effectivement, il poursuive son intérêt et de maximiser. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas contestable et qu'en même temps, je me permets de le contester. Ah, bien. Non, c'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une recherche de profit, soit, mais qu'on réduise la fonction d'une entreprise et son sens à la recherche de la lucrativité. Par exemple, que l'INSEE aujourd'hui comptabilise le nombre d'entreprises en regardant simplement les organisations qui sont à but lucratif, en fait, ça a des tas d'effets très négatifs. C'est-à-dire que, du coup, ça rend légitime et acceptable, voire complètement normal, qu'une entreprise fasse de l'évasion fiscale, qu'une entreprise rationnellement externalise, voire délocalise, qu'une entreprise ne fasse pas de R&D, parce qu'en fait, c'est très incertain et on ne sait pas tellement où ça va. Il vaut mieux vendre des actifs, etc., etc. Donc, en fait, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Loin de là, heureusement, il y a des entreprises très éclairées, voilà, avec des managements qui... Mais le problème qu'on observe, c'est que, y compris pour des entrepreneurs très volontaires, très convaincus dans leur démarche, on a aujourd'hui une structure de représentation de l'entreprise, et notamment une structure juridique, qui ne protège pas ces cadres-là. Le constat qu'on a fait, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, notamment quand vous créez une entreprise, vous allez avoir le choix. En général, on a plutôt des sociétés anonymes. La structure juridique fait que la gouvernance, aujourd'hui, est pilotée par les actionnaires et que vous ne maîtrisez pas les actionnaires que vous aurez demain ou après-demain à votre board. Et du coup, vous ne savez pas non plus, c'est-à-dire qu'il y a une grande fragilité, puisque il n'y a rien aujourd'hui dans le droit qui permet de protéger une orientation engagée, sociale ou environnementale, d'un projet entrepreneurial. Et c'est là, en fait, que nous, on veut faire porter... C'est-à-dire que avoir limité la représentation de l'entreprise à un acteur qui recherche un profit a perdu le sens de l'entreprise. Et nous, on constate notamment que le fait que le droit ne reconnaisse pas l'entreprise, il n'y a nulle part défini d'entreprise ni de projet d'entreprise dans le droit. On a la société, et la société, c'est en fait quelque chose de très ancien qui relève du droit du commerce. Donc en fait, on n'a rien théorisé d'autre que le commerce. Alors on a, nous, proposé de réfléchir à... Il faut sortir de là et proposer une nouvelle théorie de l'entreprise qui soit capable de rendre compte du fait que ce n'est pas simplement du commerce. Bien sûr, il y a du commerce. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à faire des choses nouvelles indépendamment de manière altruiste, pas du tout. On peut très bien dire qu'effectivement, il faut rémunérer les actionnaires qui apportent des moyens, mais n'empêche que la définition ne se limite pas à un but lucratif. Il y a éventuellement d'autres objectifs. Et donc, on a en fait été très inspirés par des expériences américaines, justement, qui ont fait changer le droit des sociétés à partir de 2011-2012, notamment en Californie, autour des clean tech, ça a commencé, puis aujourd'hui, il y a 31 États américains qui ont changé leur réglementation pour introduire des nouveaux statuts de société, ce qu'ils appellent par exemple des Social Purpose Corporations, c'est-à-dire des sociétés qui intègrent un purpose, une mission, pourrait-on dire, et donc qui réintègrent au sein même du droit des sociétés, en fait, ce qu'on pourrait qualifier comme un projet d'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, les clean tech, vous voyez, le milieu des entrepreneurs autour des technologies vertes en Californie, c'était des entrepreneurs qui disaient, voilà, dans les statuts de la société, et donc je veux engager mes actionnaires actuels, mais aussi mes actionnaires futurs, sur un projet qui est un projet où je ne renonce pas du tout à la lucrativité, simplement je ne me limite pas. Et donc, donnons-nous la latitude et la pérennité aussi, la stabilité dans la stratégie, pour développer un projet qui soit orienté vers des technologies vertes. C'est ça l'objet social étendu ? Alors nous, du coup, on propose effectivement... Présentez-le nous maintenant, direct, parce qu'ensuite on va donner la parole pour voir comment il peut s'appliquer. La proposition qu'on fait en France, c'est effectivement de proposer aux entrepreneurs et d'intégrer dans le droit, à côté des sociétés anonymes et des scopes et autres structures, une autre option qui donne la possibilité aux associés d'inscrire dans leur statut ce qu'on appelle un objet social étendu, c'est-à-dire qu'on reprend cette notion d'objet social, simplement on lui intègre un objectif de type social, environnemental, scientifique, voilà, d'intérêt général, sur lequel, du coup, les associés présents et futurs sont engagés et ils peuvent éventuellement le réviser, mais qu'à certaines conditions. Et du coup, ça veut dire qu'ils s'engagent à évaluer la direction de l'entreprise à l'aune de ce critère-là. Ce qui a un triple avantage. L'idée, c'est que ce soit pérenne, c'est que ce soit opposable aux associés, c'est-à-dire que les engagements de type sociaux et environnementaux deviennent opposables. Et puis, l'autre intérêt, c'est d'associer les parties prenantes
Là, en fait, ce n'est pas directement dans la société, mais éventuellement dans l'évaluation de la gestion. Troisième intérêt, et puis j'en arrête là, c'est de dire justement, c'est encore une fois réintégrer la notion de sens de l'entreprise et de ne plus simplement parler de commerce, mais de dire voilà, l'entreprise, elle peut avoir des finalités qui sont contribuer au développement du territoire, changer le comportement, c'est le cas de la CAMIF, des consommateurs. Voilà. C'est une sorte de constitutionnalisation de la RSE dans l'entreprise, en fait. On pourrait dire ça, peut-être. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, je crois qu'on a bien... Anne-France, comment, j'allais dire, les entrepreneurs d'avenir se sont saisis de ce concept et ont essayé de le travailler et de voir comment on pouvait l'utiliser de façon très opérationnelle chez eux, dans leur structure. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de passer à ce que vous avez appelé le hold-up sur l'objet social étendu, un petit point de contexte. Qui a parlé de hold-up? Vous, au départ? Non. Qu'on s'était approprié le Ah, d'accord. Non, mais attendez, vrai, en tout cas, je mesure mes propos. Avant le lien qu'on aurait fait et qu'on a fait en cours de route, un point de contexte, parce que la façon dont on abordait le sujet au départ n'était pas du tout associée à ce sujet-là, mais était plutôt associée à de la mesure. Et c'est intéressant de voir comment on a basculé d'un sujet de mesure à un sujet vraiment de contribution sociétale. En fait, on s'était fixé un défi, le réseau des entrepreneurs d'avenir avait un défi fin 2014, qui était celui de se donner un nouvel élan pour pouvoir encore plus influer sur ce qu'on appelle, dans le cadre de la conférence aujourd'hui, le climat économique et social, et contribuer aussi à ce que les entrepreneurs d'avenir se développent. Donc on était un petit groupe d'entrepreneurs d'avenir réunis pour réfléchir à tout ça, et identifier différents chantiers. Et c'est vrai que quand on regarde l'objectif associé au mouvement, qui est très précisément celui que je vais vous lire, Entrepreneurs d'avenir est un réseau de dirigeants, il y a à peu près 750 dirigeants dans le réseau, engagés ensemble à faire grandir une économie bénéfique pour l'humanité, la planète et la société. Quand on a dit ça, on n'a pas tout reste dit. à faire. Tout reste à faire. Parce qu'on se dit, OK, c'est quoi nos indicateurs de mesure? Comment on démontre ce qu'on essaye de faire tous ensemble? Voilà, donc on a pris assez basiquement au départ le sujet par la mesure et par la mesure de l'impact. Donc, il y a deux entrepreneurs qui ont levé la main, qui étaient particulièrement intéressés par le sujet. Laurence Meignery, qui est présidente de Citizen Capital, je le dis parce que c'est intéressant par rapport à notre sujet. Citizen Capital étant un fonds d'investissement d'impact investing, donc un fonds qui cherche à équilibrer la rentabilité sociale et financière. Un des exemples des mutations que soulignait... Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un sujet passionnant pour les impact investors parce que ils entreprises, et Emery le sait bien, ils investissent dans des entreprises qui ont justement cette dualité à piloter. Et donc, j'ai accompagné Laurence aussi, parce qu'au regard de mon métier, c'est un sujet dans lequel je suis immergée en permanence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On s'est dit, mais mesurer quoi et pourquoi? Donc, est-ce qu'on va mesurer une excellence RSE des entrepreneurs d'avenir? Il se trouve qu'aujourd'hui, le sujet de la RSE, en tout cas, j'imagine dans la salle, et en tout cas ici aussi, est un sujet qui est relativement bien maîtrisé. Les normes, les méthodes et les labels sont là, et les entrepreneurs d'avenir les connaissent bien. Et il y a des excellentes agences pour la mesurer. Et il y a d'excellentes agences pour mesurer les performances responsabilité sociétale. Donc, on a continué à réfléchir et on a regardé en fait tous ces entrepreneurs et on s'est dit, finalement, un entrepreneur d'avenir, si on veut en dresser un portrait, c'est un dirigeant qui se lève tous les matins et qui est obsédé, peut-être pas, mais en tout cas qui réfléchit tous les matins à la contribution qu'il amène à la société au-delà de l'impact direct de ses activités économiques. On s'est dit, c'est un portrait relativement simple, donc partons de ce postulat. Et est-ce que l'idée, ça ne serait pas plutôt de l'accompagner à formaliser cette contribution sociétale qu'il recherche, pour pouvoir la consolider, la développer et en faire une vraie force? Et dans notre raisonnement, tout d'un coup, il y a un lien qui s'est fait avec Blanche et donc les travaux de l'équipe des mines, qui, eux, avaient pris ce sujet-là d'un autre sens. Ils avaient pris le sujet par le droit, et nous, on prenait le sujet par la vision, la direction et le chemin. Et donc, on s'est retrouvés autour d'une table, et on a commencé à phosphorer, et nous, très humblement, on s'est mis en groupe pilote à 4, dont Emery a fait partie. Donc, dans ce groupe pilote, il y avait donc la CAMIF, Equibio, qui est une entreprise qui fabrique des produits alimentaires bio et cosmétiques bio, ouais. Donc il y a à peu près 200 salariés, un fonds d'impact investing et donc un cabinet de conseil. Un tout petit groupe pilote qui a commencé à phosphorer autour d'une méthode, mais vraiment conduite du changement. Comment on avance sur ce processus
Alors vous imaginez bien qu'un élément clé, c'était le co, c'est-à-dire avancer avec ses parties prenantes. Une contribution sociétale ne se décrète évidemment pas. On est loin d'une mission statement où il suffit d'affirmer. Où il suffit d'affirmer. Donc c'est ce qui est toujours extrêmement compliqué d'ailleurs. Donc comment définir sa contribution sociétale avec ses parties prenantes internes comme externes, la formaliser, définir ses engagements, quelques indicateurs et au bout du bout, ouvrir l'énorme boîte qui s'avère être voilà. Donc la conduite du changement dans la durée. Et juste pour finir sur ce point, pour vous donner quelques petits enseignements qu'on a pu récupérer à date, Emery en a très bien parlé, mais par exemple, la façon dont la CAMIF aujourd'hui emmène ses clients, ses fournisseurs et ses salariés à réintégrer un achat qui a du sens, cette vision extrêmement collaborative qui est portée par la recherche de la formalisation de cette contribution sociétale y est pour quelque chose. Aussi un exemple concret pour que vous compreniez bien les zones de frottement. Nicole parlait tout à l'heure de zones de frottement, de choses qui ne se font pas en un jour, et c'est ça qu'il faut que les choses soient passionnantes d'ailleurs. Par exemple, chez Citizen Capital, ça a contribué à radicalement re-questionner la stratégie de l'impact investing et de confronter ce problème d'équilibre entre recherche de rentabilité économique et sociale aux vrais aléas d'un fonds dans la vraie vie. Comment je fais quand je sors d'un investissement? Comment je fais quand un entrepreneur a besoin de faire des choix qui sont en apparente contradiction avec de la rentabilité financière? Et c'est ce que vous disiez, il y a des éléments d'arbitrage. Ça donne des éléments d'arbitrage qui sont clés. Et tout votre travail, c'est d'essayer de formaliser, de donner des guidelines pour Alors, gérer ces contradictions et ces situations. Exactement. Hein. C'est ça l'objectif. Exactement. Hein. Mais vous reprenez à votre compte l'objet social étendu tel que défini de façon très pure par oui, Blanche. mais comme vous l'avez compris, Gilles, ce qui a été intéressant, et c'est d'ailleurs passionnant de travailler aux côtés de chercheurs, c'est que les chercheurs avaient une vision, je caricature exprès, Blanche, très gouvernance et droit. Elle l'a dit. Hein. Et nous, on avait un tropisme entrepreneurial qui s'est approprié ce concept-là avec une vision très conduite du changement, levier d'innovation et comment on avance. Donc la finalité, le fait de sanctuariser des nouveaux statuts dans des documents, c'est au bout du chemin, mais ce n'est pas forcément celui qui nous intéresse. Voilà. D'accord. Alors, je vais bientôt vous donner la parole, mais je ne résiste évidemment pas au plaisir de demander à Nicole ce qu'elle pense de cet objet social étendu. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui représente une vraie avancée? Parce que sur les idéaux, vous êtes tous du même avis, vous partagez tous les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes désirs de refondation, pour prendre le terme de notre débat, mais sur l'outil et sur la démarche. Sur le fait, j'ai moi-même démarré comme ça en disant que derrière ces concepts de refondation, l'idée c'était à quoi sert l'entreprise et qui sert-elle. Donc là, on est complètement au cœur justement aujourd'hui, il y a une nouvelle formulation à trouver sur ce qu'est son objet social. Alors après que le droit, si on l'apporte par le droit, je n'ai absolument, je dirais, aucun désaccord de principe, bien sûr, sur le fait que des gens qui s'attachent au droit travaillent sur cette matière-là et avancent dans ce sens-là. Ce que, par ailleurs, j'entends, y compris de ce que vous disiez, c'est que le vrai enjeu, c'est l'appropriation par les dirigeants et l'entreprise de ce que l'on met sous ce concept-là. On peut l'écrire, bien sûr, en droit, mais derrière, ça ne va pas magiquement amener les dirigeants et l'ensemble de leurs parties prenantes à s'inscrire dans cette démarche-là. Et en tout cas, ça n'exonère pas tous les dirigeants à dire ce qu'ils vont mettre derrière ce concept d'objet social étendu. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on ne va peut-être pas écrire de la même façon l'objet social étendu d'une banque que l'objet social étendu d'un pétrolier ou que l'objet social attendu d'un chimiste. Et que l'intérêt, c'est bien que chacun s'approprie ça pour être capable de donner du contenu, donc de le formaliser de manière à pouvoir ensuite, le mot-clé que vous avez donné qui me plaît bien, c'est de pouvoir ensuite mesurer la contribution réelle et tangible d'une entreprise à ce qu'elle aura exprimé comme relevant de son objet social. En gros, Blanche propose de créer une boîte et vous dites il faudra bien la remplir. Hein.
Si je peux juste, l'expérimentation avec un certain nombre d'entreprises, elle est vraiment très enrichissante pour des chercheurs. D'abord, c'est toujours évidemment très valorisant et très positif que des gens s'emparent de propositions. Mais au-delà de ça, en fait, ce que la contribution, enfin l'échange nous amène, c'est vrai que nous, on l'avait vraiment pensé plutôt comme un objet sur la gouvernance, et je dirais la gouvernance au sein de la société, c'est-à-dire les rapports, sur quoi est évalué un dirigeant formellement, quel est son mandat et sur quoi il est évalué. Là, finalement, ce qui ressort, c'est comment est-ce qu'on est amené à justement préciser, expliciter ce projet d'entreprise. Et du coup, ça appelle aussi tout un ensemble de questions sur autant, vous voyez, il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de méthodologies pour mesurer de manière de plus en plus fine les impacts d'une stratégie d'entreprise, autant évaluer la qualité de la stratégie elle-même, dont les effets peuvent se faire sentir, vous voyez, quand on est sur des projets très innovants, que dans 10 ou 15 ans. Donc la question, ça pose des nouvelles questions d'un point de vue très méthodologique et managérial. Finalement, voilà, dire, vous voyez, je prends un exemple, il y a une entreprise américaine, une Flexible Purpose Corporation, qui a dans son objet social participé à, je ne me rappelle plus exactement de la formule, mais c'est créer la nouvelle génération d'intelligence artificielle avec tous les débouchés que ça peut avoir dans la santé, etc. Comment vous mesurez concrètement, année après année, que les décisions stratégiques, managériales, organisationnelles, le choix de vos fournisseurs a bien été dans ce sens-là? Ça pose des tas de questions. Bien, alors les questions justement, on va maintenant les entendre, c'est vous qui allez les poser. Monsieur. Oui, André Coupet, voilà, Paris-Montréal Conseil. J'ai une question à poser à la CAMIF et peut-être aussi à Generali. Eh ben, c'est que cette idée, ce concept de double mission qui est inscrit dans la société à objet social étendu, est-ce qu'elle peut se répercuter dans vos entreprises, concrètement dans la rémunération des dirigeants? Cette rémunération peut-elle être double avec des critères économiques et des critères sociétaux? Et deux, est-ce que cette idée-là peut se concrétiser aussi dans un conseil d'administration ouvert aux parties prenantes? Alors, les questions. Emery ou Marie-Louise, ou les deux, à tour de rôle. Allez, Emery. Et puis ensuite... Alors, Marie-Louise. Non, je réfléchis parce que c'est une vraie contrainte. Alors, je vais vous répondre avec beaucoup de franchise. Generali, aujourd'hui, je vais vous répondre non. Voilà. Je n'imagine pas le conseil d'administration de Generali pondérer le salaire du dirigeant en France à l'aune de ces deux dimensions. En revanche, et je reprends ce que disait tout à l'heure Nicole Notat, la puissance d'un double projet, exactement comme l'a su faire il y a 40 ans Danone, qui continue d'ailleurs, Nicole. Voilà. C'est-à-dire la dimension d'exigence où le dirigeant lui-même dit en permanence oui, il y a un projet économique et il y a un projet social. Ils sont indissociables. Et même il peut y avoir du conflit à l'intérieur de l'entreprise, sans parler encore des actionnaires. À l'intérieur d'une entreprise, eh bien, entre les financiers et les gens du social, il y a des arbitrages en permanence. Et le dirigeant, il gère ces arbitrages et c'est ça qui fait la puissance de l'entreprise. Et moi, je rejoins parfaitement Nicole. Je pense que c'est vrai que la sincérité du dirigeant, son engagement, la façon dont il impulse, aujourd'hui dans l'entreprise, vous savez, si vous n'êtes pas authentique, les collaborateurs le sentent très profondément et les clients aussi. Les actionnaires, c'est autre chose. C'est autre chose, des actionnaires. Je pense que tout dépend des conseils d'administration. Certains, et notamment anglo-saxons, introduisent et pondèrent toutes ces dimensions, sont beaucoup plus, je dirais, enfin, un sens de la mesure que nous. Mais au fond, pour juste rebondir sur ce qui était dit autour de l'objet social étendu, il me semble que le travail que fait Vigeo, dans la multiplicité des questions que Vigeo pose à l'entreprise, toutes ces questions sont quand même en réflexion, si vous voulez. Quand on répond à un questionnaire de Vigeo, on est quand même obligé de se poser des questions sur la pérennité de l'entreprise, sur la façon dont on œuvre pour le futur. Alors voilà, avec des contraintes qui sont elles aussi souvent un peu contradictoires, mais c'est ça la vie, c'est gérer des contradictions. Emery ?
Alors moi je dirais oui aux dirigeants et également à tous les salariés de l'entreprise, parce qu'on pourrait imaginer d'inclure dans le plan d'intéressement des critères qui sont liés aux engagements ou aux indicateurs associés à l'objet social Mais est-ce que vous étendu. le faites aujourd'hui? Non, on n'a pas encore fini la définition de notre objet social étendu, puisqu'en fait le sujet c'est un sujet complexe. Pour moi l'entreprise elle n'appartient pas aux dirigeants ou aux actionnaires, c'est un bien commun. Et si on veut avoir une mission qui colle, qui colle au mieux à l'entreprise, on doit définir cette mission, enfin en tout cas c'est ma vision, de manière collaborative. Et donc on a commencé, ça fait 1 an qu'on travaille sur l'objet social. Et collaboratif, pas simplement avec les salariés, non, collaboratif les parties prenantes. Intégrant les parties prenantes de l'entreprise. Voilà. Alors on a commencé par mettre en place un... Et la proposition de monsieur, justement, de les faire rentrer dans votre conseil d'administration. Voilà, alors j'y viens. Oui. Le projet a démarré par la mise en place d'une petite cellule qu'on a appelée la cellulose, qui est la première cellule de cet objet social étendu, qui se transformera sans doute en comité OSE. Et dans ce comité, qui sera un comité à part entière et qui aura, au même titre que le conseil d'administration ou chez nous le comité stratégique, le pouvoir de à la fois valider la mission de l'entreprise, mais également d'être le vigie, enfin le surveiller, que l'entreprise poursuit bien cette mission de manière honnête, puisse définir des engagements ou des indicateurs. Et ce comité OSE, il intégrera évidemment des parties prenantes de l'entreprise et sans doute également des gens experts des sujets environnementaux ou autres qui ne seront pas du tout des parties prenantes dans l'entreprise. Ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, pour moi, elle doit s'ouvrir à l'extérieur et donc elle doit intégrer dans ses modes de gouvernance le monde. Voilà. Alors, c'est formidable, il y a plein de questions. Questions courtes, et puis je vais vous demander d'être encore plus synthétique dans vos réponses. Madame, vous appuyez sur le bouton rouge, marqué micro, et nous vous écoutons. Oui, bonjour. Alors d'abord, grand merci pour tout ce que vous apportez. Parce que je suis formatrice en management, j'ai fait les comptes il n'y a pas très longtemps, donc depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai dû former un peu entre 1500 et 2000 managers de proximité. Bravo. Et donc j'ai l'impression que même si ce n'est pas des chiffres statistiques précis, je commence à avoir une vision relativement représentative de l'état d'esprit et l'état des lieux de comment sentent les salariés, le middle management qui est entre le marteau et l'enclume. Avec une déperdition de bonne volonté et d'envie de bien faire le travail qui me donne presque envie de pleurer. Et j'entends ce que vous dites et depuis ce matin des conférences qui sont d'un certain sens très réjouissantes, en tout cas pour moi qui habite au pays des bisounours. Mais d'un autre côté, on a eu l'histoire de Michel Combes en mois d'août et qui est à mon avis représentative aussi d'autres choses et qui est probablement représentative des résistances à tout ce que vous proposez. Je veux dire, des gens merveilleux comme vous ici, merci d'être qui vous êtes et d'être là. Mais moi, ce n'est pas le constat que je fais en entreprise, ou en tout cas pas. On n'a pas dit que c'était simple, je crois. J'ai pas entendu ça. Non, mais j'ai pas dit que vous aviez dit ça. Mais du coup, je sais même pas d'ailleurs si si c'est une question ou juste un témoignage. Mais il nous intéresse. En tout cas, voilà, j'ai un peu l'impression qu'une des résistances au changement est, pardon d'avoir ce vocabulaire un peu, voilà, mais comment les gens qui profitent du système s'y accrochent de façon, et notamment en termes de rémunération, parce que l'entreprise, certes, elle doit gagner des profits pour être pérenne et continuer, mais dans ce qu'on peut constater, il y a quand même une certaine partie, un pourcentage ténu, qui en profite plus que d'autres. Et voilà. Nicole, on a parlé tout à l'heure au tout début du juste prix. Est-ce que la notion de juste rémunération, elle n'a pas encore besoin d'être définie avec un tout petit peu plus de fermeté? Elle a besoin d'être définie. Ceci dit, je ne sais pas qui va inventer la norme de la rémunération ou de la juste rémunération, c'est très difficile. Par contre, ce que vous dites sur l'injonction paradoxale entre ce qui peut exister dans le discours des dirigeants au sommet et la manière dont les managers de proximité, le middle management est concerné, ça c'est un vrai sujet d'injonction paradoxale aussi. On peut avoir un discours au sommet qui soit très, très élogieux et très gratifiant sur les questions de responsabilité sociale, et le manager de proximité, si lui il est analysé uniquement sur ses résultats business, il ne faut pas lui demander de faire autre chose. C'est ce qui s'est passé chez Orange. L'histoire en question, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a de très belles définitions au sommet,
mais le gars qui manage, etc., lui, on attend de lui c'est là que les bonus pour la responsabilité sociale sont intéressants. Si vous avez une entreprise, et il y en a, qui commence à mettre des bonus sur les managers de proximité, là, vous avez gagné. Marie-Louise, pour refonder Generali, comme vous nous avez dit que vous étiez en train de le faire, est-ce que ça passe aussi par une refondation, alors le mot est peut-être un peu exagéré, mais une refondation managériale aussi? Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, hein, parce que quand je suis arrivée dans cette entreprise il y a 8 ans, notre problème, c'était les managers de proximité. Hein, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que, bon, en l'occurrence, ils étaient à peu près 600, 700, et c'était des gens qui étaient un peu accablés par ce qui tombait au-dessus. Puis quand même aussi la revendication et la revendication de la base, qui critique son manager de proximité quand même. Hein, il faut pas. On se critique beaucoup dans l'entreprise. Hein, c'est bon. Et en fait, alors je le dis vraiment modestement, on a fait un considérable travail sur ces gens pour les armer, pour leur donner, pour bien définir leurs tâches aussi, pour gérer leurs émotions, parce que c'est quand même des métiers très complexes. Et je crois que on a réussi à embarquer cette population, c'est-à-dire lui donner la fierté de son rôle et voilà, lui donner aussi ce rôle d'entraînement, d'explication. Alors je ne dis pas que c'est une fois encore le pays des bisounours, mais objectivement on le mesure. Hein. J'étais encore dans une réunion hier et on parle avec eux. Bon, et voilà, donc je crois qu'on arrive à bien structurer l'entreprise pour qu'entre le sommet, qui n'est pas si haut que ça, et ces gens qui portent la responsabilité au quotidien, ben voilà, l'armature fonctionne, mais la base doit s'exprimer aussi, et la base, de temps en temps, elle est très exigeante sur le rôle des managers. Mais c'est ça la vie de l'entreprise. En fait, ce que vous nous dites, c'est que dans une refondation, la question de la parole est fondamentale, oui, du dialogue et du de discours. La parole, et voilà. Mais j'entends bien ce que vous dites, mais je crois qu'on peut y arriver. Voilà. Non, Monsieur, là-bas, et puis après monsieur, et ensuite monsieur. On va avoir le temps, vous allez voir. Monsieur. Oui, bonsoir, Bruno Pirenne. Donc, je suis directeur des opérations du label Lucie, qui est un label de RSE basé sur l'ISO 26000. Et justement, je voudrais revenir sur cette norme ISO 26000 avec une question plutôt pour Madame Nota, Bonnet et Secrétin, puisque effectivement c'est une norme qui a été créée entre 2005 et 2010 avec 90 pays, 40 organisations internationales, 500 experts, et dont l'objet c'est ligne directrice pour l'intégration de la responsabilité sociétale dans les organisations, même au-delà des entreprises. Et donc c'est utilisé par Vigéo, c'est utilisé par nous, par l'AFNOR, par plein de gens. On n'en a pas du tout entendu parler jusqu'à présent. Nous, on peut voir sur 150 entreprises aujourd'hui dans la communauté Lucie que même sans avoir un objet social étendu qui avait été défini, bien, on le voit qu'en travaillant sur les deux pratiques fondamentales qui sont identifier les parties prenantes, dialoguer avec elles, j'ai presque fini, et hiérarchiser les enjeux, eh bien on arrive à des entreprises qui vont au-delà d'un objet social économique. Donc la question, c'est comment c'est intégré dans les modèles dont vous parlez là, et effectivement, est-ce qu'il ne faut pas utiliser aussi l'existant, parce qu'on est là pour réinventer, mais on est là pour utiliser aussi ce qui a été fait. Merci. Allez Nicole, on ouvre une minute le capot de Vigéo. Non, là, je crois que c'est même pas Vigéo, là, je crois que c'est les entreprises peuvent-elles s'inspirer des lignes directrices qu'a donné cette norme et qui définissent les grands axes de ce que peut recouvrir une responsabilité sociale, donc un objet social étendu. Évidemment que oui, c'est déjà un guide. Après, il faut remplir quand même ce que l'entreprise met derrière. Très bien. Monsieur au premier rang. Oui, bonjour à tous, Michel Marchand. Alors moi, je suis un éco-business angel. Après avoir été chef d'entreprise pendant pas mal d'années, j'essaie d'aider les gens à créer des entreprises aujourd'hui, au moins les financer, parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des fonds pour financer des idées. Et j'ai simplement cité Einstein qui disait « Plus qu'un homme de nécessité, je souhaiterais être un homme de valeur ». On trouve aujourd'hui beaucoup de jeunes en quête de sens, en quête de partage, de participatif. Et j'ai créé 3 sociétés il y a une vingtaine d'années sur ce mode-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire de plus de 1 à 3, par exemple. Et j'ai eu des cartes... Pardon, pas plus de ça Des cartes de salaire de 1 à 3, d'accord. La base était 1500 € à l'époque, 4005 au plus haut. Et j'ai trouvé des cadres venant de gros groupes qui étaient payés parfois le double de ça, mais qui, dans cette idée, se sont investis et sont toujours dans ces entreprises qui perdurent au bout d'une quinzaine, vingtaine d'années. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient bien entendu des parts dans la société,
puisque moi je gardais que 30% des parts. En montant des SAS, on pouvait garder quand même la direction des boîtes tout en laissant l'actionnariat, la majorité à des employés. Remettez votre micro, peut-être. Oui. Ah ben non, il y a un problème de micro. Non, mais... J'ai essayé de dessus. Ou alors prenez celui du voisin. Oui, celui-ci fonctionne. C'est peut-être pas celui-ci, parce que celui-ci est éclairé. Voilà. J'espère l'être aussi. Ou éclairant. Ou éclairant. Et donc, c'est un témoignage d'entreprises qui fonctionnent toujours, où pratiquement personne n'a quitté l'entreprise, parce que les employés savent que les patrons n'exagèrent pas. Et 50% des dividendes, parce qu'il y avait de gros dividendes avec cet esprit-là. Ces boîtes fonctionnaient très bien avec l'état d'esprit à 3. Les gens se sentaient engagés, sentaient que le patron n'exagérait pas. Et donc, ils prenaient 100 000 € de dividendes chacun. Là, ça commençait à faire beaucoup et ça commençait à les nantir. Donc, j'ai dit que 50% des dividendes étaient réinvestis dans la boîte. Et en réinvestissant 50%, c'était leur argent qu'ils réinvestissaient, donc ça les poussait à réfléchir à ce qu'ils allaient faire de la boîte. Et je suis heureux que ces boîtes perdurent parce qu'elles me sortent de dividendes, elles m'arrangent ma retraite et qui me permettent de financer d'autres boîtes. Alors je veux dire par là qu'effectivement, on est dans une discussion de refonder un État dans l'entreprise et c'est difficile. Mais quand on crée une entreprise, ce modèle-là fonctionne très bien. Mais est-ce que vous pensez qu'il est transposable? Parce qu'on ne conteste évidemment pas la pertinence et l'efficacité de ce que vous venez de décrire. Mais est-ce que vous pensez que ce modèle-là, par exemple, l'écart de rémunération 1 à 3, est réaliste dans l'ensemble des entreprises? Décidément, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi, avec ce modèle-là, puisque j'exige que dans les statuts, il y a des salaires de 1 à 4, etc. 1 à 3, pardon. 1 à 4, c'est ce que disaient les anciens philosophes. Ils disaient « connais-toi toi-même ». Ils disaient « des ressources au-delà de 1 à 4 fomentent une révolte ». Donc on peut s'inspirer aussi de nos anciens qui ont créé la démocratie. Toujours est-il que ces boîtes perdurent et que les gens sont heureux dedans. Donc je ne vois pas pourquoi je n'était pas ça ma question. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais est-ce que vous imagineriez l'ensemble des entreprises étant capables d'inclure ce genre de règles en son sein, y compris des très grands groupes ou des boîtes du CAC 40 qui incluraient cet objet social? Non, mais je pose la question. Et pourquoi pas essayer? Regardez, l'Américain qui, à un moment donné, se prenait 20 fois le salaire de son employé, qui a décidé d'avoir le même salaire que ses employés. Bon, il s'est fait une belle publicité au travers de ça. Néanmoins, sa boîte, elle va tourner. Hein. Votre réaction, Nicole, à ce témoignage? Moi, je pense que c'est un témoignage qui est surtout révélateur de l'engagement d'un certain nombre de gens dans la société aujourd'hui qui sont prêts à sortir complètement des codes, quoi. Et que pour eux, c'est le sens, effectivement, qui prédomine sur un intérêt matériel. Mais au bout, il y a quand même l'intérêt matériel, hein, parce que le dividende, il n'est pas négligeable. Il y a même une époque où il a été fiscalement beaucoup plus avantageux que le salaire. Blanche, une réaction à ce qui vient d'être dit? Une petite réaction, parce que vous parlez, vous voyez, de cas d'entreprise qui fonctionnent très bien, comme de dirigeants tout à l'heure éclairés. Il y a effectivement des cas magnifiques. Moi, il me semble qu'une des difficultés, c'est aujourd'hui, encore une fois, comment on parle de l'entreprise, et notamment à ceux qui vont en créer. Il faut voir aujourd'hui quels sont les cours, par exemple, qui sont faits en MBA aux États-Unis. Enfin, vous voyez, c'est la logique générale. Pourquoi est-ce que ça ne se diffuse pas plus? C'est notamment parce que la représentation dominante, elle ne va pas non plus nécessairement... Il y a des modèles de gouvernance très différents. Ils ne sont pas nécessairement enseignés. Bien. Monsieur, s'il vous plaît. C'est peut-être une question un peu naïve, mais on a l'impression qu'il y a une contradiction entre deux visions de l'objet social étendu. Une où c'est une espèce de chose vivante qui se développe, un projet qui se développe, etc. Et puis de l'autre, donc quelque part de la parole au sens oral du terme, et de l'autre, un aspect plus légal qui est quelque part un écrit. Comment on passe de l'un à l'autre et de l'autre à un? Autrement dit, comment on garde quelque chose de vivant quand on se met à écrire? On a peut-être été insuffisamment clair sur les deux approches. Alors, sans rouvrir le débat complet, Blanche, un élément de réponse vu de vous et Anne-France, un autre élément. Mais très bref, hein, parce que... Vous posez une très bonne question. Moi, la seule chose, si vous voulez, c'est vrai que nous, on a eu une approche plus sur il faut repenser les théories. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit de l'entreprise, donc le droit peut être un levier pour diffuser une autre représentation de l'entreprise. Maintenant, sur votre question, je pense qu'effectivement, si on pouvait se contenter
d'un dispositif voilà, diffusé par le management, vivant, comme vous dites, c'est-à-dire qu'on est capable de remanier, de rediscuter avec l'ensemble des parties prenantes et que ça fonctionne très bien, merveilleux. La difficulté, c'est que les entreprises sont rattrapées par leurs règles aussi et la manière dont elles fonctionnent, et par l'écrit notamment. C'est-à-dire que voilà, et donc il nous semble que pour protéger ces démarches-là, il faut aussi que les règles soient cohérentes avec cette démarche-là. Donc la proposition, elle est celle-ci, c'est de dire il faut que la manière dont sont évalués les dirigeants d'entreprise soit cohérente avec ce mouvement-là. Qu'ils puissent être flexibles, y compris dans les règles, il n'y a pas vraiment de difficulté. Aux États-Unis, si je reprends l'exemple des Flexible Purpose Corporation, un conseil d'administration peut faire évoluer l'objet social en fonction avec certaines conditions. Par exemple, il faut une super majorité des 2/3 des actionnaires. Voilà, on peut fixer un certain nombre de règles. C'est curieux quand vous dites que l'entreprise, il n'y a pas de droit de l'entreprise, c'est pas tout à fait exact. Il y a un droit des sociétés, il y a un droit commercial, il y a un droit du travail, il y a un droit de... Exactement, il y a un droit du travail d'un côté qui régit les relations entre les employeurs et les employés. Il y a un droit du commerce de l'autre côté qui régit les relations entre les actionnaires et les dirigeants, ce qu'on appelle les mandataires sociaux. La notion de chef d'entreprise n'existe quasiment pas, si ce n'est dans la règle sur les accidents du travail. Ouais. Et en fait, il y a un vide sur, par exemple, quelle est la fonction de ces dirigeants d'entreprise ou quelle est leur mission. Et donc, le problème, c'est que le droit rend possible, oui, il y a une théorie économique qui, me semble-t-il, fait des ravages, c'est la théorie de l'agence qui voit les dirigeants d'entreprise comme des agents, parce qu'il y a une relation de principal agent qui est modélisée comme ça par les économistes. Mais effectivement, étant donné que le droit voit les dirigeants comme des mandataires sociaux, rien n'empêche qu'on les considère uniquement là comme pour gérer l'entreprise au nom et pour le compte des dirigeants. C'est comme ça que formulent les codes de gouvernance. Anne-France, un petit mot. Rapide, c'est vrai que c'est une approche vivante, mais il ne faut pas oublier que c'est une approche en cause, c'est-à-dire avec des parties prenantes. À partir du moment où on travaille avec des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, il y a de la formalisation, des engagements. Donc elle est vivante, mais elle s'encadre au fur et à mesure. Monsieur. Merci. Donc rapidement, donc je salue l'initiative en fait d'introduire dans le droit cette notion d'objet social étendu. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, je vous pose une question à vous et en même temps aux entreprises représentées autour de la table. Ne pensez-vous pas que cette notion peut être subie comme une contrainte de plus qui, en fait, dans un environnement extrêmement concurrentiel avec des acteurs en face qui ne se posent pas ce genre de questions? Je pense aux acteurs des pays émergents ou anglo-saxons, par exemple. Ou bien, à l'inverse, est-ce que ça peut pas être un label à mettre en avant et une approche européenne à faire valoir auprès des consommateurs pour justement mettre en avant le fait qu'il y ait une certaine démarche éthique au cœur du développement de l'entreprise. Voilà, donc je pose la question à vous. Par exemple, je pense en termes de réglementation, à Solvabilité 2 qui va arriver dans l'assurance, qui est une réglementation très lourde. Voilà. Est-ce que ça va être une contrainte ou bien au contraire un label à mettre en avant? Merci. Marie-Louise? Très rapidement, enfin, je n'imagine pas à ce jour qu'on réécrive de façon coercitive un nouveau droit en ce sens. Enfin, mais en revanche, après tout, la liberté est un facteur essentiel. Que cet objet existe et que des actionnaires puissent décider en fonction de telle ou telle proposition, ça pourquoi pas, hein, parce qu'après tout, les actionnaires iront vers la proposition la plus complète et là se dessinera des choix. Mais je ne suis pas sûre que vous proposiez ça comme un système universel. C'est une option, on est bien clair. C'est un outil de plus qui existe dans l'arsenal. Allez. Je dirais même que plus qu'une contrainte, c'est un puissant levier d'engagement des parties prenantes, des collaborateurs, des fabricants, parce que quand vous formalisez votre mission, vous emmenez plein de monde avec vous. Quand vous faites juste de la RSE, c'est bien parce que vous avez identifié vos parties prenantes, vous avez défini des thèmes sur lesquels vous travaillez, mais la mission, ça va un cran plus loin. Et nous, on est devenu cette année, en même temps que le travail qu'on a fait sur l'objet social étendu, on est devenu une des premières B Corp en France. Le B Corp, c'est un label, c'est une certification qui démontre l'impact positif de l'entreprise sur des enjeux extra-financiers vis-à-vis de ses parties prenantes. Là aussi, c'est une façon d'être visible, et de reconnaître l'impact positif qu'on a. Et peut-être un jour, ça sera aussi une façon d'accéder à des marchés de manière plus favorisée et aussi de partager des bonnes pratiques avec des entreprises qui sont engagées dans
dans cette idée qu'on va au-delà de la mission de servir l'actionnaire de manière économique. Voilà. Très bien. Allez, la dernière question, parce que, voilà, madame. Oui, merci. En vous entendant sur l'objet social étendu, je pense aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Bon, la plupart sont des structures associatives, coopératives, mutuelles, fondations, mais il y a aussi des entreprises, donc SARL, et leur finalité relève bien de l'intérêt général. Elles appliquent les valeurs liées à l'ESS, qui sont la gouvernance démocratique, la lucrativité limitée, et d'autres encore. Donc je voulais savoir si dans vos études, vous aviez tenu compte de ces sociétés, et aussi quand vous avez parlé de revoir le management, ça m'a fait penser à la société Poult, voilà, les biscuits Poult, qui donc c'est une industrie très, très ancienne qui était réputée pour une société très dure dans les rapports, et en fait ils ont revu complètement les rapports hiérarchiques avec un assouplissement et encourager l'émulation afin de stimuler la croissance de l'entreprise. Donc il y a eu tout un phénomène de changement sur la décision qui se passe vraiment au niveau des unités. Et d'ailleurs, ça tend à être un modèle intéressant. Je crois que des sociétés comme Airbus essayent de voir si ce modèle pourrait pas s'appliquer chez eux. Alors, un mot, enfin, effectivement, on a beaucoup regardé tout ce qui est justement les formes de gouvernance alternatives avec un intérêt particulier parce que, vous voyez, les SCOP, par exemple, qui sont assez anciennes historiquement et qui continuent même si elles ne sont pas très nombreuses, pour nous, c'est un des prototypes d'un contrat d'entreprise puisque c'est le seul endroit dans le droit des sociétés où vous avez en fait les salariés qui sont intégrés dans le contrat de société. Alors, c'est des formules très intéressantes. Maintenant, si vous voulez, la difficulté, sans rentrer dans les détails, c'est que à qualifier d'un côté un secteur de l'économie sociale et solidaire, avec justement une forme de lucrativité limitée, c'est-à-dire où on renonce, et on demande aux actionnaires de renoncer à une forme de lucrativité, ça avalise le fait que l'autre économie, elle n'est pas nécessairement ni sociale ni solidaire. Et nous, c'est un peu là-dessus qu'on cherche à lutter, c'est-à-dire non, dans les entreprises mainstream, entre guillemets, il faut pouvoir restaurer le fait qu'encore une fois, on ne peut pas réduire un objectif d'entreprise à une finalité de profit. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, voilà, vous vendez les actifs et puis vous faites un gros profit. C'est simplement qu'il y a une incohérence de fond dans la manière dont on se représente l'entreprise. Et donc nous, même si on trouve que les modèles de l'économie sociale et solidaire sont très intéressants, encore une fois, on essaye de ne pas opposer la lucrativité à des missions qui peuvent être d'intérêt général. On travaille par exemple avec une entreprise qui s'appelle Nutricet, qui est une entreprise très lucrative, mais qui développe des produits très innovants pour lutter contre la malnutrition des enfants dans le monde. Ils ont complètement transformé la manière dont fonctionnent les ONG dans les cas de crise alimentaire. Et ils ont en même temps des difficultés parce que justement leur écosystème leur dit il y a une sorte de méfiance parce que c'est une entreprise à but lucratif. Et donc en fait la difficulté c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on renoncerait à des entreprises qui ont un beau projet, qui font des choses formidables sous prétexte qu'elles sont lucratives? À mon avis, il n'y a pas de nécessité de condamner la lucrativité en soi. On s'aperçoit que finalement, le fil conducteur de tout ce que nous avons entendu pendant 1h30, c'est la capacité pour l'entreprise à installer au bon niveau et avec les bons acteurs un dialogue évidemment qui débouche sur l'action. Je m'aperçois qu'en 1h30, nous n'avons pas cité un seul instant la question du dialogue social institutionnel et notamment du dialogue social entre les directions et les syndicats. Quand vous assistez pendant 1h30 à un débat sur la refondation de l'entreprise et que pas ni dans les questions ni dans les débats le mot syndicat n'apparaît, vous en tirez quel type de sentiment ou d'enseignement? Je ne sais pas, j'en tire que peut-être on n'a pas mis l'accent sur une partie prenante plus qu'une autre, on a plutôt parlé des parties prenantes en général. Maintenant, je peux vous donner un autre indicateur, puisque nous mesurons, nous, quand on parle de la responsabilité à l'égard du collectif de travail, bien sûr qu'on va regarder les questions de cohésion sociale, les questions de prévention de la conflictualité, de développement des compétences, etc. Et c'est souvent aujourd'hui, dans les informations que nous récoltons, c'est sur le terrain social qu'au-delà, en France, de l'obligation à faire les bilans sociaux, etc., mais je parle là d'indicateurs qui traduisent des comportements et des pratiques, c'est sur ce domaine-là que les entreprises sont le moins prolixes.
Marie-Louise, je livre un ça à petit votre mot aussi là-dessus, réflexion. parce que dialogue social, dialogue syndical, je pense qu'à Generali, les deux vont de pair, non? Franchement, très rapidement, on a signé une 60aine d'accords pour refonder l'entreprise initialement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, on a besoin de tous les dialogues. Probablement, le dialogue syndical est un des plus convenus, mais on aura besoin de le changer. Mais voilà, je pense quand même qu'une entreprise qui fonctionne bien, le dialogue se décline au pluriel. Très bien. Bonne conclusion, parce que je pense que c'était aussi l'esprit de notre débat. Merci à tous les 5. Merci à vous tous. Il y a encore une session qui commence dans une demi-heure, donc certainement un certain nombre d'entre vous y sont attendus. Bonne fin d'université et bon week-end.